Bonjour à tous et bienvenue au V de Balado, le podcast où on plonge dans la vie étudiante au Cégep en parlant de ses défis, ses réussites et ses transformations. Je m'appelle Yasmine et j'étudie en sciences de la nature au collège de Bois-de-Boulogne et je suis accompagnée de mes co-animatrices qui étudient, comme moi, en sciences de la nature à BDB. Bonjour, moi c'est Asia. Bonjour, moi c'est Yasmine. Salut, moi c'est Marvel. Aujourd'hui, on vous propose un voyage dans le temps. Comment la vie collégiale d'il y a 20 ans a changé comparée à celle d'aujourd'hui ? Et pour commencer, un fait très peu connu. Donc, saviez-vous que la salle Hubert Reeves, que tout le monde connaît maintenant comme étant un amphithéâtre, était autrefois une chapelle, donc une vraie chapelle avec des bancs en bois et des vitraux colorés. Attends, t'as dit une chapelle ? Dans un cégep ? C'est dur d'imaginer des messes à l'endroit où on fait maintenant des conférences en sciences ou bien des soirées de remise de prix par exemple. Exactement, mais entre 1959 et 1968, donc avant la création des cégeps au Québec, l'éducation était encore sous l'influence religieuse. Donc ensuite, avec la Révolution tranquille, la laïcisation, elle a complètement transformé l'enseignement. Cette chapelle a été réaffectée maintes fois, d'abord en bibliothèque, puis ensuite en studio de télévision, et enfin en salle d'événement, donc la salle que nous connaissons aujourd'hui. Je dirais que c'est presque symbolique. Une chapelle qui devient un espace de débat et de création. Et c'est le reflet parfait de l'évolution du cégep, la transmission dogmatique à la réflexion critique. Et c'est justement le thème du jour. Donc, comment le cégep a changé dans ses pratiques, ses outils et même dans la tête des étudiants. Donc, dans ce podcast, on va explorer 3 aspects. Les transformations académiques et linguistiques, la montée de l'anxiété de performance, ainsi que l'influence des nouvelles technologies donc, comme l'intelligence artificielle et... Ouais, c'est ça. Et ouais, Ça fait le tour. Parce que même si on parle souvent d'un avant et d'un maintenant, certaines choses comme la pression, le doute ou la passion d'apprendre sont, elles, intemporelles. Si on remonte dans les années 90, le cégep existait depuis à peine 20 ans. Les étudiants utilisaient encore des ordinateurs à tours, des disquettes, et Internet venait tout juste d'arriver dans les institutions. Pas encore de Wi-Fi. On parlait plutôt de connexion téléphonique, où le modem faisait ce fameux bruit strident avant de se connecter. Mais attendez. Est-ce que vous savez même ce qu'est une disquette? Non. Moi, je pense que je connais juste le sens figuré. Je sais que quand on dit je fais une disquette, c'est un peu comme si on dit je fais un type de blague. En fait, c'est un petit disque qu'on insère dans le lecteur d'un ordi pour sauvegarder des données. Mais c'est normal que vous ne sachiez pas, c'est carrément antique. D'ailleurs, c'est le petit icône qui symbolise la sauvegarde des données dans nos fichiers modernes. Je crois même que le mot Wi-Fi n'était pas encore courant avant les années 2000. Et surtout, les travaux se faisaient en groupe, mais aussi en personne. Donc, on n'avait pas de clavardage sur Teams ou de Google Docs partagés. Exactement. Beaucoup de profs racontent que les étudiants passaient des heures et des heures à la bibliothèque pour chercher des articles imprimés. Les recherches étaient plus lentes, mais certains disent qu'elles étaient aussi plus réfléchies. Et en même temps, le français était mieux réussi qu'aujourd'hui. D'après les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur, le taux de réussite à l'examen du ministère en français pour la secondaire 5 en 2005 était de 83%. En 2025, elle a atteint 66,7% dans les écoles publiques. C'est-à-dire qu'elle a baissé de presque 16%. En 2005, environ 23% des élèves échouaient à cause de fautes de grammaire ou de syntaxe. En 2024, cette proportion atteint 44,4%. Elle a presque doublé. Malgré l'utilisation de logiciels correcteurs automatiques comme Antidote, les jeunes semblent moins conscients des règles qu'ils appliquent. Les professeurs notent que beaucoup d'étudiants écrivent bien à l'écran, mais ont énormément de mal à écrire à la main ou sans correcteur. Certains cégeps ont même remarqué que les étudiants faisaient plus de fautes sur papier que sur clavier. C'est ironique. Plus on a d'outils, plus on oublie comment s'en passer. Mais la réalité, c'est que les exigences du cégep, comme l'épreuve uniforme de français instaurée en 1998, n'ont pas baissé. Et pourtant, les étudiants lisent différemment. Avant, on lisait surtout des romans complets pour les cours. Et aujourd'hui, on lit surtout des extraits ou des résumés. Mais les critères, eux, n'ont jamais changé. Donc, en fait, la lecture numérique, elle a un peu changé notre rapport par rapport à la langue. Donc, les étudiants d'aujourd'hui, ils écrivent plus que jamais, mais beaucoup moins longtemps. Donc, leurs textes sont fragmentés, c'est-à-dire des messages, des publications, des paragraphes. Donc, ils maîtrisent le temps, mais parfois pas la structure, ni la grammaire et l'orthographe. Dans cette section, on reçoit Eric, une personne qui joue un rôle important au cégep. En plus d'enseigner depuis de nombreuses années, il s'implique aussi beaucoup au SALF, le service d'aide en langue française.
Et oui, il accompagne non seulement les étudiants, mais aussi les tuteurs et les tutrices, et il a donc une vision très claire de l'évolution du niveau académique et linguistique au fil du temps. Bonjour Monsieur Eric. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement s'il vous plaît? Oui, je me nomme Éric Beauchesne, je suis enseignant de français au Collège de Bois-de-Boulogne depuis le milieu des années 90, depuis 1995 en fait. J'ai étudié dans un cégep aussi, évidemment. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, selon vous, quelles sont les principales différences entre les étudiants d'aujourd'hui et ceux d'il y a une trentaine d'années sur le plan académique? En fait, la différence, je vous dirais qu'elle est tellement grande qu'on aurait peine à faire une comparaison entre avant et après. Et c'est pour ça que les commentaires que je vous fais sont délestés de tout jugement, parce que, en fait, c'est ce que je vous disais plus tôt, les étudiants ne sont pas les mêmes. Je dirais simplement la part d'étudiants qui sont issus de l'immigration est beaucoup, mais beaucoup plus importante au collège que ce qu'elle était il y a une trentaine d'années. De manière générale, et c'est des constats qu'on retrouve aussi un petit peu partout quand on analyse un peu les comportements des générations contemporaines, il y a un déclin de la culture générale, je crois, chez les étudiants. On a moins de connaissances historiques, on s'intéresse moins à l'actualité politique, par exemple, que ce qu'on pouvait le faire dans les années 90, où c'était très commun que les étudiants lisent quotidiennement un journal. C'est pas vraiment la chose qui se produit maintenant. Voilà à peu près pour mes différences principales, oui. Merci beaucoup. Et justement, quand on pense au niveau académique, on pense aussi à la langue. Donc, avez-vous remarqué une évolution dans la qualité du français écrit et oral des étudiants au fil des années? Des transformations, oui, et je vous dirais principalement à l'écrit plutôt qu'à l'oral. Je crois que la qualité, honnêtement, de la langue orale en général au collège, de ce qu'on entend, c'est très bon, c'est excellent. Les gens sont articulés. Généralement, la syntaxe, elle est bonne à l'oral. Et dans une situation, par exemple, d'exposé oral, ben, des problèmes qu'on retrouve à l'écrit, ils se présentent certainement moins. Je pense qu'il faut regarder aussi les contextes dans lesquels la communication a lieu. Une communication académique devant une classe, on va avoir un bon niveau de français généralement. Si on parle de discussions privées dans les corridors, ça peut être très différent. C'est peut-être plus proche de ce que l'on retrouve dans les conversations, dans les médias sociaux, par exemple. Effectivement. Et puis, bien évidemment, de nos jours, on ne peut pas ignorer les nouvelles technologies. Donc, selon vous, quel rôle jouent les textos, les réseaux sociaux ou même l'intelligence artificielle dans le niveau de français des étudiants? Le premier effet des nouvelles technologies sur moi, c'est de me faire sentir vieux, parce que je les utilise très peu, évidemment. Et pour m'en faire une idée, je dois un petit peu me référer à des jeunes personnes qui sont autour de moi. Ça m'apparaît évident que ce que j'ai pu dire des anglicismes et des calques de l'anglais, il me semble que dans les échanges, de ce que j'en vois sur les médias sociaux, on donne libre cours à ces tendances anglicisantes, que c'est même de bon ton de le faire. Alors, je crois que l'emploi des nouvelles technologies a quand même un lien. Est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est l'effet? Je ne saurais pas dire, là, les deux, avec justement la migration des calques anglais dans les communications plus académiques ou plus scolaires. Et deuxième chose peut-être que j'imagine peut être une conséquence de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est que dans les réseaux sociaux, le locuteur, l'énonciateur se retrouve presque systématiquement en situation de dialogue ou en interaction immédiate avec un autre locuteur, de sorte que il n'a jamais de contexte à mettre en place, puisque le contexte, il est déjà partagé par l'autre locuteur. Lorsque cette personne qui était sur les médias sociaux et qui échangeait comme ça avec une autre personne, et tous deux savaient clairement de quoi elles étaient en train de parler, et que vous la mettez dans une classe avec un papier, un crayon, pour disserter sur le bourgeois gentilhomme de Molière, théoriquement,
à quelqu'un qui n'a pas lu cette œuvre-là, je trouve que les gens ont de la difficulté à se mettre à la place de leur interlocuteur pour formuler les informations que leur interlocuteur ne possède pas cette fois-là, parce que théoriquement, il n'est pas supposé de l'avoir lu. Donc, je trouve qu'il y a c'est comme plus unidimensionnel. On a toujours, dans les médias sociaux, j'ai l'impression, un peu le nez collé là, à la vitre. On a plus de difficultés à prendre le recul, alors que dans les rédactions qu'on va vous demander de faire au niveau collégial, au contraire, on vous demande de prendre un recul immense. Alors ça, je crois que ça entre un peu en contradiction avec d'autres exercices de langue. Et comme les gens passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, je pense que ça explique qu'ils ont peut-être des courbatures quand ils essaient de passer d'un à l'autre parce que l'effort est plus grand qu'il pouvait l'être auparavant. Ok, merci. Et de façon plus générale, direz-vous que les attentes académiques au cégep ont augmenté, diminué ou simplement changé de forme depuis 30 ans? À mon humble avis, et contrairement, j'imagine, à ce qu'un paquet de personnes de mon âge qui ne travaillent pas à enseigner le français dans un collège pourraient penser, je dirais que les exigences ont augmenté et non pas au contraire qu'on a baissé la barre, là. Je donne simplement l'exemple, là, depuis la fin des années 90, on a introduit dans le parcours au collégial une épreuve uniforme de langue d'enseignement. Et cette épreuve-là, elle est conditionnelle à l'obtention du DEC. Alors, un étudiant qui maîtrise bien toutes les matières de son corpus, mais qui a une difficulté à maîtriser la langue, ne réussira simplement pas à obtenir son diplôme. C'est quand même majeur, là. Il n'y avait pas cette contrainte-là et cette importance qui est donnée à la maîtrise de la langue. De la même façon, le fait d'avoir un cheminement dans les cours de français, notamment pour les 3 premiers cours, là, 101, 102, 103, qui sont tous les 3 axés sur la maîtrise de la dissertation ultimement critique, mais d'abord faire de l'analyse littéraire, ensuite faire de la dissertation explicative et troisièmement faire de la dissertation critique, produire un texte qui est formaté de manière théorique dans plein de documents, citations, idées secondaires, synthèse de fin de paragraphe et ainsi de suite. Ça, c'est quand même un exercice obligatoire par lequel tout le monde doit passer et j'ai comme l'impression que sur le plan de la structure des textes, probablement que les étudiants qui quittent les collèges aujourd'hui sont mieux équipés que ceux qui les quittaient il y a plusieurs années. Peut-être que ceux qui les quittaient il y a plusieurs années faisaient moins d'anglicisme qu'aujourd'hui, mais sur le plan de la maîtrise de la structure, je crois que on a des exigences qui sont quand même assez élevées au collégial. Merci beaucoup pour votre honnêteté. Et pour ce qui est de la préparation des étudiants, diriez-vous qu'ils arrivent du secondaire mieux préparés ou moins bien préparés qu'avant, surtout en français, car on sait qu'ils quittent le cégep mieux préparés, mais qu'est-ce qu'il y en est de comment ils arrivent? C'est bien tourné parce qu'effectivement, il faut peut-être être un prof de français ou un étudiant qui aime bien collecter des souvenirs pour se rendre compte à quel point on améliore sa langue en 2 années ou 3 années au cégep, grosso modo en 4 sessions de cours de français. Quand je donnais le français 1, je disais à mes étudiants, conservez votre première analyse littéraire, mettez ça dans vos papiers, et quand vous serez à votre 4e cours de français, ressortez de la manière dont cet exemple-là, de la manière dont vous écriviez en arrivant, et regardez comment vous écrivez maintenant après le 4e texte, appréciez le chemin que vous avez fait, parce que les gens apprennent à une vitesse quand même assez remarquable. Probablement que l'attention est plus grande, les gens voient plus l'importance de maîtriser la langue et puis de communiquer correctement l'information qu'ils ne le faisaient au secondaire. Il y a un chemin terrible qui se fait au secondaire, mais quand on me demande est-ce que les étudiants arrivent bien préparés, ce que je constate en fait, c'est que leur préparation me semble moins adéquate maintenant qu'elle l'était autrefois. Ils ont plus de difficultés à s'ajuster au cours, et on le voit dans le cours de français 1. Dans le réseau collégial, c'est le cours le plus échoué, c'est le cours de français 1. Alors, c'est pas parce que ces gens-là sont arrivés, ils ont été classés dans les cours de français 1 par les collèges, ils auraient pu les classer en renforcement ou quoi que ce soit, donc ils sont à leur place en français 1. Mais c'est laborieux avant d'arriver à la maîtrise de la... C'est près de 25% d'échecs dans le cours de français 1, donc de gens qui doivent reprendre le cours une 2e fois.
en 95, et là encore une fois, je ne veux pas en faire une règle générale. Moi, ce que je connais, c'est ce que j'ai vu ici à Bois-de-Boulogne. Beaucoup d'étudiants arrivaient en maîtrisant déjà l'analyse littéraire. Ils l'avaient pratiqué en 5e secondaire. Alors, ils arrivaient, ils faisaient des citations, ils faisaient des liens avec d'autres œuvres littéraires, ce qu'on voit beaucoup moins maintenant, là. Alors, ce qu'ils font au secondaire, faut que je m'en informe parce que effectivement, il y a quelque chose, il y a un arrimage qui est plus aléatoire, plus problématique maintenant qu'il ne l'était autrefois. Mais comme je vous dis, ça dépend peut-être aussi d'échantillons des élèves que l'on a. Mais ça reste, et ça, je ne suis pas le seul à le dire, parce qu'il y a des projets de recherche qui essaient de pallier ces problèmes-là. Il y a vraiment un problème d'arrimage entre le secondaire et le collégial. Le secondaire peut-être se fait à l'idée qu'il n'a pas à faire 2 fois ce que le collégial va déjà faire, mais je pense que du côté du collégial aussi, on n'a pas une très bonne idée de ce que les gens font au secondaire et les exigences qu'on a auprès des étudiants ou les attentes qu'on a sont peut-être pas du tout en phase avec la réalité du programme que les étudiants ont suivi. Alors, s'il y avait une chose certainement à améliorer pour la maîtrise du français puis la réussite des études dans des temps raisonnables par les étudiants, ce serait vraiment l'arrimage du secondaire, parce que là, c'est deux univers qui se parlent très peu, alors que dans la réalité, il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui, eux, traversent ce chemin-là, avec une boussole, on l'espère, parce qu'il n'y a pas beaucoup de panneaux indicateurs, là. Et pour terminer, une dernière question. Quelle est l'erreur la plus fréquente que vous avez observée depuis vos débuts comme enseignant? Et qu'est-ce que ça révèle sur l'évolution des étudiants, selon vous? Bon, je vais contourner la question un peu. Je dirais pas que c'est l'erreur la plus fréquente. Je veux dire que c'est mon rêve brisé. C'est un peu plus pathétique comme ça. En fait, j'ai noté, à mon grand désarroi, j'ai fait plusieurs petits enterrements symboliques dans la cour derrière chez moi, la disparition du point-virgule. Pourquoi le point-virgule? Parce que le point-virgule, lorsqu'on utilise un point-virgule, c'est qu'on commence à dépasser juste la notion utilitaire de la communication par le langage. On commence à donner une structure, on commence à donner un relief. Ça montre qu'on maîtrise le contenu et ça montre qu'on a le souci d'organiser le contenu pour lui donner un certain impact. Alors, pour moi, voir disparaître le point-virgule, c'est un peu comme voir mourir le poète. J'exagère un peu, mais effectivement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me marque parce que ça montre un petit peu qu'on est moins impliqué ou qu'on fait moins corps, ou qu'on fait corps plus difficilement avec des textes écrits qu'on pouvait le faire autrefois, que la distance à soi-même et au texte, elle est plus grande qu'elle l'était, et ça, je trouve ça dommage. Merci beaucoup, Éric, pour vos réponses. C'était vraiment enrichissant d'avoir votre regard d'enseignant et de pédagogue. Et oui, on apprécie énormément le temps que vous nous avez accordé. Cela nous aide beaucoup pour notre projet et on est convaincus. Cela éclaire aussi nos auditeurs. Donc voilà qui conclut notre entrevue avec Éric. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Vos questions étaient excellentes. Ça m'a fait grand plaisir d'essayer d'y répondre avec modestie, en dépit de tout. En dépit des apparences. Moi, perso, ça m'a surpris d'apprendre que le cours de 101 était un des plus échoués, avec un taux d'échec de 35%. Je pense que ce qui peut expliquer en partie la difficulté des élèves, c'est vraiment le manque de préparation qu'on a eu au secondaire. Donc, je vais parler pour moi. Ma cohorte, on a eu la COVID en plein première année du secondaire. Et il y a eu la grève des enseignants en 2023, lors de notre secondaire 5. Donc, je pense que ça nous a impacté de façon négative pour plusieurs matières dans le français. Exactement, et moi j'étais dans la même cohorte et je suis tout à fait d'accord. Donc on a traîné notre retard dans plein de matières, donc comme tu as dit, le français, et le ministère a baissé les exigences pour ne pas nous pénaliser. Mais même avec ça, le taux de réussite de l'examen du ministère en 2024 était plus bas que celle des années précédentes, soit 66,9%. Et les élèves qui sont allés au cégep malgré leurs lacunes,
ils ont fait face à un niveau plus élevé demandé aux Français au cégep. Et ça a fait en sorte que la transition pour beaucoup d'entre eux était plus rude, que ce soit en français ou même dans d'autres matières. Et c'est pour ça qu'on voulait prendre un moment pour parler de ponctuation. Parce que même le rythme d'une phrase raconte quelque chose sur notre façon de penser. Bienvenue dans notre pause français. Aujourd'hui, on redonne un peu de gloire à un signe oublié, le point-virgule. Donc ce petit symbole discret, moitié point, moitié virgule, a longtemps été un pilier de la langue française, avant de tomber dans l'oubli. C'est vrai que peu d'étudiants l'utilisent aujourd'hui. On le remplace souvent par une virgule ou par un point, et parfois même, on ne sait même plus à quoi il sert. Pourtant, il a une histoire riche. D'après la Banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française, le point-virgule s'appelait autrefois periodus. C'était un signe de ponctuation forte. Il servait à clore une période, c'est-à-dire un ensemble de phrases exprimant une idée complète. Mais au XVe siècle, il change complètement de rôle. Donc il ne clôt plus, il relie. Il marque une pause plus longue que la virgule, mais plus courte que le point. Une sorte d'équilibre entre continuité et rupture. Au XVIIe siècle, les écrivains et les philosophes l'adorent. Ils l'utilisent pour séparer les différentes parties d'un raisonnement. Mais à la fin du XVIIIe siècle, les choses se compliquent. Les imprimeurs, qui pouvaient modifier les textes, le suppriment. Les auteurs devaient même insister pour qu'on garde leur point-virgule. C'est fou, non? Et aujourd'hui encore, ils divisent. Certains le trouvent trop ancien, mais d'autres le défendent bec et ongle. Donc la BDL note qu'il est plus fréquent dans la littérature ou les textes techniques que dans la presse ou les réseaux sociaux. Donc c'est peut-être parce qu'il demande un tout petit peu de réflexion et dans notre monde présent et pressé, réfléchir prend du temps. Mais c'est justement ce qui le rend beau. Il relie deux phrases indépendantes mais proches dans le sens. Par exemple, j'ai beaucoup étudié, point virgule, j'espère que ça paiera. Il sert aussi à clarifier les longues énumérations. Par exemple, nous avons visité Montréal pour sa diversité, point virgule, Québec pour son histoire, point virgule, Trois-Rivières pour sa tranquillité. Sans lui, ce serait un vrai embouteillage syntaxique. Avec lui, tout devient fluide, presque musical. Et il y a aussi une dimension assez poétique. Donc le point-virgule relie sans enfermer, nuance sans couper. Donc il dit, ces deux idées sont différentes, mais elles se parlent. C'est un lien invisible entre les pensées. De grands auteurs l'enchérit. Victor Hugo, par exemple, l'utilisait pour donner du souffle à ses tirades. Gustave Flaubert disait qu'il en mettait un quand il entendait une pause dans son oreille. Et il y a même Virginia Woolf ou Hemingway qui s'en servaient pour rythmer leurs phrases. Au Québec, Dany Laferrière et Marie Laberge en font encore un usage raffiné. Chez eux, le point-virgule devient un battement de cœur, une pause dans la narration, un souffle dans la réflexion. On dirait presque qu'ils pensent avec l'auteur. Mais dans nos textos, il est complètement invisible. On préfère les phrases rapides, les mots courts, les emojis. Donc le point-virgule, lui, demande de s'arrêter, de réfléchir et de choisir le bon moment pour respirer. Peut-être qu'on le fuit parce qu'il représente ce qu'on a perdu. Le goût du temps, de la nuance et du raisonnement. Avant, on voulait lier les idées complexes. Aujourd'hui, on veut les simplifier ou même les laisser dans l'oubli. Mais imaginez si on le ramenait à la mode. Un point-virgule entre deux phrases, c'est comme un pont entre deux pensées. Il permet à la langue de respirer et à l'esprit d'aller un peu plus loin. Donc le point-virgule, finalement, c'est quasiment un symbole. Il relie deux parties d'un tout comme une conversation entre deux esprits. Il nous apprend la patience et la subtilité, et ça manque cruellement aujourd'hui. Alors, que ce soit dans vos dissertations, dans vos poèmes ou même dans vos messages, utilisez le point-virgule. Il donne à vos mots dans votre texte une élégance rare. Et voilà, c'était notre pause française du jour. Le point-virgule n'est pas mort, il se repose quelque part entre deux idées. Et c'est à nous de le réveiller. Donc maintenant, parlons du stress et de l'anxiété de performance. Ce sujet n'est clairement pas anodin, surtout pas auprès des étudiants de nos jours. Dans les années 2000, l'anxiété elle était présente, elle existait, mais elle n'était pas encore connue de tous. Il n'y avait pas de psychologue dans les cégeps et il n'y avait pas encore la sensibilisation dans les réseaux sociaux. À cette époque, on parlait très peu de santé mentale. Les élèves vivaient et ressentent encore aujourd'hui du stress, mais non seulement avant chaque examen, mais également au cours de la session. C'est une phase de stress du syndrome général d'adaptation qui s'appelle le stade de résistance.
Si l'on n'évacue pas ce stress, cela peut mener à des problèmes de santé physique et mentale, comme un manque de concentration ou un affaiblissement du système immunitaire. Malheureusement, les ressources d'aide étaient limitées. Il n'y avait pas encore de services psychologiques intégrés dans la plupart des établissements. Donc les discussions sur le bien-être mental étaient rares, parfois même perçues comme un signe de faiblesse ou un sujet tabou. En général, les étudiants géraient seuls leur anxiété ou en parlaient entre amis très proches sans vraiment comprendre ce qu'ils ressentaient. Mais petit à petit, le regard sur la santé mentale a changé. Donc les générations suivantes ont commencé à nommer ces malaises comme l'anxiété, la pression, le burn-out ou même le perfectionnisme. Et surtout, les réseaux sociaux sont apparus, ce qui a tout transformé. Aujourd'hui, tous les élèves connaissent le phénomène. Avec les réseaux sociaux, l'anxiété de performance est accrue, surtout quand on voit que se comparer avec les autres est devenu plus facile. La compétition entre les étudiants et aussi la compétition personnelle rajoute un poids sur nos épaules. Mais c'est plus que de la comparaison, c'est une exposition constante à la réussite des autres. On voit les diplômes, les bourses, les acceptations aux universités, même les stages, et on se sent obligé de suivre le rythme, sinon on se sent en retard. Moi-même, je connais quelqu'un du secondaire, un camarade du secondaire, qui n'a pas terminé sa deuxième année du cégep et est allé directement à l'université de Waterloo pour étudier en informatique. Bien évidemment, j'en ai pas parlé avec ma mère. Exactement. Même moi, j'ai une camarade de classe qui s'est fait accepter en Ontario, en nutrition, et qui a skippé une année du cégep, et je me suis sentie assez en retard et j'ai pas pu en parler avec mes parents. Moi aussi, je connais quelqu'un qui a décidé de ne pas faire le cégep au Québec et d'aller directement à l'université d'Ottawa pour faire un bac justement et revenir au Québec en médecine. Et en plus, les exigences scolaires sont devenues plus élevées. Les cégeps demandent plus d'implication, on a plus de cours à cause du nouveau programme pour la science de la nature. Et il y a aussi les projets qui sont devenus plus compliqués pour éviter que les élèves font du plagiat. Beaucoup d'élèves travaillent en parallèle, ce qui accentue la fatigue mentale. On vit dans une époque où la performance est valorisée dans tous les domaines. Il faut être bon à l'école, actif sur les réseaux sociaux, impliqué socialement et épanoui personnellement. C'est un équilibre presque impossible à maintenir. Et avec le coût de la vie qui augmente, ce n'est vraiment pas facile de gérer son stress de nos jours. Donc je me suis demandé pourquoi, et en faisant des recherches, je me suis dit que c'est probablement à cause de la pression sociale, des attentes plus élevées de la société et de la compétition constante. Maintenant qu'avoir un DEC est plus accessible, il faut pouvoir se démarquer des autres en cherchant d'autres diplômes et en ayant de meilleures notes. Avant, obtenir un DEC représentait déjà une assez grande réussite et elle était souvent suffisante pour accéder au marché du travail et à une carrière stable et bien rémunérée. Mais aujourd'hui, ce même diplôme, il est souvent perçu comme une étape de base ou même un minimum requis. Et il faut souligner aussi que les qualifications qui sont nécessaires pour avoir un certain emploi sont devenues plus strictes. Donc un emploi avant qui ne prenait qu'un certificat, par exemple, il prend maintenant peut-être plus qu'un DEC, même un bac ou une maîtrise. La conséquence, c'est que les étudiants ne se sentent plus aussi fiers d'avoir réussi. Ils ont plutôt peur de ne pas faire assez. La réussite n'est plus une satisfaction personnelle, c'est devenu une obligation sociale. Donc le cégep, c'est vraiment une période rude où on apprend à gérer son stress, à devenir autonome, à se découvrir en tant qu'adulte. Et c'est vraiment pas une tâche facile. Et si on rajoute à cela le stress lié aux notes qui détermineront notre futur, c'est évident que certains peuvent craquer sous la pression. Oui, et avant, le cégep, il servait davantage à explorer nos propres intérêts et à prendre du temps à réfléchir à notre orientation. Donc les élèves vivaient moins de pression pour performer et ils avaient droit à l'erreur. Mais aujourd'hui, le cégep, c'est comme une course contre la montre. Chaque note, chaque choix de cours, chaque implication peut influencer l'admission aux universités. Comme si le but n'était plus d'apprendre, mais d'atteindre la prochaine étape le plus vite possible. Et c'est justement là, Marvel, que naît une grande partie de l'anxiété de performance. On craint constamment de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire assez, de ne pas aller assez loin. Malheureusement, parmi les étudiants à l'université qui finissent par se suicider, 50% d'entre eux avaient des problèmes académiques. Donc, nous voudrions juste prendre cet instant pour souligner que si jamais vous avez des problèmes, il y a beaucoup de ressources d'aide au cégep ou des ressources téléphoniques ou en ligne comme Tel Jeune ou Jeunesse J'écoute qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider à travers vos problèmes. Nous aussi, nous avons des expériences personnelles avec l'anxiété. Donc, moi, par exemple, j'ai déjà eu des attaques de panique à cause de notes que je ne voyais pas comme optimales, mais qui étaient déjà au-dessus de la moyenne. Exactement. Moi, je me souviens qu'à ma deuxième session, donc j'étais passée de 6 cours à 8 cours et j'avais perdu environ comme 5 kilos à cause de mon anxiété. Mais j'ai réussi à trouver des ressources d'aide, notamment le soutien psychologique au cégep. Moi, je pense que la deuxième session, c'était un peu dur pour tout le monde. Ouais. Exactement. Donc, l'anxiété, c'est un peu normal, tout le monde la ressent, mais si jamais vous avez des pensées qui vont un peu trop loin, sachez que l'aide vous est disponible. Et justement, en parlant de santé mentale, je pense que la Covid, elle a aussi grandement impacté notre santé mentale pour vraiment notre génération.
On a été privé de contact humain pendant une période clé de notre développement et on a été forcé de se tourner vers Internet et vers les réseaux sociaux. En parlant de la COVID, du confinement et tout ça, moi j'ai remarqué que mes problèmes d'anxiété ont vraiment commencé autour de la COVID. C'est vraiment là où j'ai commencé à prendre conscience que mes notes allaient impacter mon futur. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Oui, exactement. Même moi, c'est environ en secondaire 2, donc après la Covid, que j'ai commencé à réellement ressentir de l'anxiété, surtout pour mes notes. Je me rappelle que j'avais des très très bonnes notes, mais que c'était jamais assez pour moi. Moi, je pense que c'est vraiment en secondaire 2 que j'ai commencé à me comparer un peu à certains élèves. Maintenant que j'y pense, c'était juste la secondaire 2. Ouais, Ça exactement. n'avait pas trop compté pour le cégep et tout, mais je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai remarqué que dans ma classe, les relations entre élèves, c'était pas comme avant la Covid. Les gens, ils utilisaient plus leur cellulaire et on se parlait moins. Ouais. Puis j'ai l'impression que ce serait peut-être parce que pendant le confinement, on va se l'avouer, on ne faisait pas grand-chose. Mais là, quand on revient à l'école, on doit soudainement rattraper tout ce qu'on n'a pas vu en secondaire 1 et voir la nouvelle matière de secondaire 2. Et c'est comme si j'ai l'impression que ça nous a tous frappés un peu en même temps, pour ceux d'entre nous qui sommes devenus plus anxieux. Exactement. Et comme Yasmine a dit, j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus isolés. Donc il y avait beaucoup moins de relations sociales. Donc on s'est tous un peu plus tournés vers nos études parce qu'il nous restait que ça. Ouais. Et j'aimerais dédier une petite pensée aux profs qui ont dû rattraper le retard des autres années. Parce que oui, ma professeure d'histoire de secondaire 2, elle a dû rattraper le retard qu'on avait de secondaire 1. Et honnêtement, j'aimerais dire merci. Exactement. Ouais, c'était pas facile. Et justement, en parlant d'isolation, comme on venait de traverser une période de confinement, on a dû se tourner vers les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux créent une illusion de proximité. Le simple fait d'être entouré d'êtres humains en présentiel, encore plus des amis, est réconfortant. Mais avec les réseaux sociaux, c'était tellement habitué à parler aux gens en ligne et à regarder des trucs sur TikTok et tout, qu'on a un peu perdu ce réflexe de parler aux gens. Aussi, le niveau d'activité physique chez les jeunes a diminué depuis 2017. Donc c'est une tendance qu'il faudrait renverser car l'activité physique a des effets bénéfiques prouvés sur le sommeil, le stress et l'anxiété. Moi, par exemple, avant le cégep, j'étais dans une équipe de foot et c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. C'était une passion à côté de l'école. Et vu que l'école, c'est réellement devenu à temps plein chez moi, j'avais tellement plus de temps que j'ai dû quitter ce sport. Et je me suis rendu compte que ça me manque énormément à ma vie. Moi aussi, j'avais pensé à faire du sport de temps en temps, parce que j'ai remarqué que je négligeais un peu ma santé physique, mais c'est vraiment difficile. Surtout quand tu as 8 cours par session, t'as vraiment pas le temps. Et je pense qu'il y a plein de gens qui blâment un peu les réseaux sociaux et les téléphones cellulaires pour le manque d'activité physique. Mais je pense que surtout pour les jeunes de notre âge, je pense pas tant que c'est vraiment ça le problème. Je pense que c'est plus on n'a pas de temps à cause de nos cours. Parce que même, je vois les vidéos sur TikTok et sur Instagram, tu as plusieurs influenceurs qui montrent leur routine et tu vois que le sport et l'activité physique, ça occupe vraiment une grande place. Donc je trouve qu'on est quand même influencé pour faire du sport, c'est juste qu'on n'a pas les moyens. Oui, parfois c'est aussi difficile de s'y mettre en premier lieu. Moi, j'ai remarqué, par exemple, en été, je travaillais dans un camp de jour. Et puis, facilement, tous les jours, je marchais comme 15 000, 20 000 pas, sans grand effort. Et là, la première semaine où on est revenu au cégep, mes pas journaliers ont chuté à comme 3 000 parce que je faisais pas grand-chose. Mais bref, maintenant, il y a aussi un nouveau facteur, l'intelligence artificielle. Certains étudiants la voient comme une fin et non un moyen. Ils se disent, pourquoi faire un texte si ChatGPT peut le faire mieux que moi, pardon. Je ne suis pas aussi habile que lui, je fais plus de fautes et ça me prend plus de temps. Autant le laisser faire le travail à ma place. Exactement, mais d'autres, ils voient plutôt un outil. Donc l'IA peut nous aider à reformuler, à structurer, à apprendre. Donc ce n'est pas précisément, c'est pas vraiment une béquille, c'est plus, elle nous sert à écrire mieux et à apprendre de nos erreurs à condition de savoir s'en servir. Ça devient dangereux quand on utilise l'IA pour le gros du travail, comme un cerveau. La personne perd des habiletés ou des compétences acquises avec le temps. Certaines personnes, par exemple, vont éviter de commencer un projet à cause de leur anxiété pour ne pas ressentir d'inconfort. Le temps que l'adrénaline d'une date de remise imminente fasse effet, elles pourraient se tourner vers ChatGPT pour ce réconfort momentané. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'à long terme, elles empirent leur situation. Elles viennent renforcer l'idée qu'elles ne peuvent pas commencer à temps et qu'elles ne seront jamais assez et qu'il faut juste se tourner vers ChatGPT parce qu'il va le faire mieux. Et puis, même si l'IA écrit bien, elle ne pense pas comme nous. Elle ne ressent pas la fatigue, le doute, la fierté. Or, la valeur d'un travail, c'est vraiment l'effort qu'elle représente. Donc, faire un travail par soi-même, ça demande beaucoup d'efforts.
Et ça va être encore plus difficile si on doit écrire un texte, par exemple, lors d'un examen où est-ce qu'on n'aura pas accès à ces outils, justement. Donc, dans le fond, ce qui rend les études difficiles aujourd'hui, ce n'est pas seulement la charge de travail, mais la pression de tout bien faire tout le temps sous le regard permanent des autres. C'est pour ça qu'on voulait finir sur une note d'équilibre. Donc, rappeler que le cégep, ce n'est pas une course, mais plutôt un parcours qui est différent pour chacun et où on apprend réellement à se connaître en tant que personne. En 30 ans, le cégep a profondément changé dans ses infrastructures, ses outils, sa pédagogie, mais au fond, il reste ce qu'il a toujours été, un espace de transition et de construction de soi. Et de nos jours, même avec les nombreux outils à notre portée, le français reste toujours un défi. Donc la technologie a apporté des possibilités immenses d'apprendre de manière différente qui sont mieux adaptées à chacun. Mais le défi aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir accès à tout, c'est de savoir choisir judicieusement les bonnes ressources et les utiliser adéquatement pour ne pas qu'elles nous nuisent. Et malgré l'anxiété de performance qui est plus présente, il y a aussi plus de solidarité. Les groupes d'entraide, les initiatives étudiantes, le tutorat par les pairs, les forums, tout ça, ça se multiplie. On parle plus, on partage plus, et c'est peut-être là le vrai changement. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à cet épisode, à nos enseignants, à notre invité, M. Éric Beauchesne, et à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du B de Balado, le balado par les étudiants et aussi pour les étudiants. Donc, prenez soin de vous et n'oubliez pas que les temps changent, mais l'envie d'apprendre reste la même.